merci beaucoup d'être là et je suis ravi de vous revoir puisque j'ai eu le plaisir de vous interroger à Paris, à la librairie Le Divan, pour Celle que vous croyez. Donc notre dernière rencontre, c'était 2016. Voilà. Donc on vous connaît comme romancière, essayiste et j'ai envie de dire avant tout lectrice. Alors lectrice parce que vous avez tenu le feuilleton du Monde pendant 3 ans. Et puis, vous êtes jury Goncourt. Donc là, je pense que chez vous, il y a des piles de livres qui montent. Absolument. Voilà. Et bon, pour donner quelques titres, rappeler à toutes les personnes réunies les livres qu'on a pu lire de vous, Dans ces bras-là, qui avait reçu le prix Femina et le Renaudot des lycéens en 2000, L'amour, roman, en 2003, Celle que vous croyez en 2016, Fille en 2020, et puis un petit recueil que je recommande à tout le monde parce qu'on le lit, on le relit, on le médite. C'est l'ensemble qui se trouve en folio, Tissé par mille, Quelques-uns et Le grain des mots. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est là pour ce roman. Voilà, ta promesse, pardon, voilà, avec un bandeau qui a une certaine importance. Tout à l'heure, j'en parlerai et vous en parlerez encore plus que moi. Je présente rapidement le livre et puis vous me direz si vous êtes d'accord avec ma présentation ou pas. Si vous me dites non, j'accepte. Bon, Claire, la narratrice, est en prison dans l'attente d'un procès. Elle a violemment frappé Gilles, son compagnon, et toute la question du procès sera celle de la préméditation. Alors, pourquoi je le présente? Bon, voilà, pour présenter le roman. C'est d'abord une enquête que mène l'avocate, puis on lit l'histoire du couple. Ensuite, on assiste au procès, comme dans tout roman judiciaire, avec les témoins qui défendent ou qui chargent Claire. Donc, outre la voix de Claire, on entend les voix diverses de ses amis, pas, et l'éclairage sur cette affaire en est largement modifié. C'est un livre donc, dans lequel notre vision ne cesse de se transformer, de se modifier au fur et à mesure de la lecture. Mais ce roman, c'est pour ça que je voulais me servir du bandeau, c'est d'abord, ça a l'air d'être une romance, une aventure idyllique. Vous voyez le bandeau, hein, on a envie d'y être, ou presque. Et ma première question, c'est justement sur cette question d'un roman qui a l'air de commencer comme un conte de fées avec une chanson en fond, c'est Mon Légionnaire, dont je suppose que c'est la version Gainsbourg. Oui, c'est plutôt la version Gainsbourg, effectivement. Parce que je voulais commencer comme commence une histoire d'amour en général, c'est-à-dire bien. Et donc, c'est même idyllique, c'est-à-dire que c'est une rencontre avec un homme qui a l'air idéal, donc dîner romantique au bord de la mer, cadeaux, compliments, déclaration d'amour. Et tout l'intérêt de commencer comme ça, évidemment, c'est de montrer comment ça ne va pas durer, comment ça dure un certain temps d'ailleurs, mais comment les choses se dégradent peu à peu jusqu'à s'inverser complètement. C'est-à-dire tous les signes positifs du début de l'amour s'inversent. Quelque chose qui devient cauchemardesque à force d'être inattendu. Voilà. Alors, on reviendra peut-être sur cet inattendu de manière très modérée parce qu'il faut absolument que les personnes qui n'ont pas lu ce roman aient envie. Donc, sur la fin, on en dira le moins possible. Alors, l'autre élément important dans une couverture, dont j'ai montré le bandeau, c'est le titre, Ta promesse. Et donc, j'aimerais que vous nous expliquiez ce titre, que vous nous éclairiez sur ce titre qui peut désigner diverses promesses. Oui, mais c'était l'idée. Il y a plusieurs promesses dans le roman. Et il y a évidemment la promesse qu'échangent Gilles et Claire au début, dans ce décor idyllique. Ils échangent une promesse. Là, je peux dire quelles sont les promesses. Oui, tout à fait. Il n'y a pas un grand effet de suspense. Lui demande à Claire
de ne jamais écrire sur lui, parce qu'elle elle est romancière, et voilà, sa demande, c'est qu'elle n'écrive jamais sur lui, et elle promet qu'elle n'écrira jamais sur lui, et elle lui demande de ne jamais la trahir. Et, bon, le parcours du roman, c'est comment aucune de ces deux promesses ne sera tenue, parce que peut-être c'est la particularité des promesses de ne pas être tenue, parce que je pars un petit peu de l'idée que si on demande à quelqu'un de promettre quelque chose, c'est déjà un petit peu étrange, c'est-à-dire que c'est déjà comme une crainte que ça ne va pas de soi. Quand on est confiant, quand on n'a aucune arrière-pensée, on n'a pas besoin de promesses. Mais bon, j'ai fait exprès de l'appeler ta promesse, justement pour cet effet de mystère, parce que finalement, qui parle et à qui? Parce que ta promesse s'adresse forcément à quelqu'un, à qui en dis-tu? Et voilà, donc, ça se décline dans le roman, puisqu'il y a aussi des promesses qui ont été faites dans l'enfance. Il y a une référence à ce roman très connu que j'aime beaucoup de Romain Gary, La promesse de l'aube, avec cette fameuse phrase l'amour maternel nous fait à l'aube une promesse que l'amour ne tient jamais. Et voilà, c'est vraiment cette idée que les promesses qui peuvent être faites dès la naissance, promesses d'aimer, d'être aimé, ne sont finalement pas tenues. Alors, on va s'attacher un peu aux personnages parce qu'ils ont certaines caractéristiques intéressantes. Et j'ai envie de partir du personnage de Gilles, qui est marionnettiste. Alors, vous faites une référence à un moment à Philip Roth, l'auteur américain. Vous citez un roman de Roth, vous le rappellerez, je vous laisse le soin parce que j'avoue que j'ai moi-même oublié. Moi, j'ai pensé au théâtre de Sabat. C'est ça, Voilà. Oui. Eh ben alors, oui, je vous laisse parler du métier de marionnettiste et de ce personnage-là. Oui, alors il n'est pas vraiment marionnettiste, il est metteur en scène spécialisé dans les marionnettes, mais il fait aussi des mises en scène d'opéra, des mises en scène de théâtre, et dans ces mises en scène, il utilise souvent des marionnettes. Alors je me suis un petit peu posé la question, parce que je me suis dit, est-ce que ça n'est pas un petit peu gros de donner à cet homme qui va s'avérer être un manipulateur le métier de marionnettiste? Vous avez peut-être trouvé que oui, c'est un petit peu. Mais en réalité, non, parce que je me suis dit, après tout, quand on est enfant, je ne sais pas si on a un frère qui est malade, eh bien, on peut avoir envie de devenir médecin. Et lui, et je le raconte à un moment dans le roman, sans trop en dire, il a un rapport depuis l'enfance avec les marionnettes. Les marionnettes qui ont été utiles, les marionnettes même l'ont construit ou l'ont détruit, on ne sait pas trop, mais et donc que adulte, ils deviennent spécialistes des marionnettes, ça n'est pas complètement un hasard. Tout ça suit un fil assez logique. Et bon, évidemment, la marionnette, ben, c'est l'objet qui a une apparence humaine, mais c'est un objet qu'on peut manipuler, dont on tire toutes les ficelles. Et c'est aussi ce rapport-là que j'étudie dans le couple, comment la manipulation s'opère jusqu'à faire d'une personne aimée ou qui se croit aimée un objet qu'on peut manipuler, casser, détruire. Il y a une deuxième caractéristique, je crois que vous le comparez aussi à un autre moment, à Georges Clooney. Donc comme vous l'avez dit au début, c'est l'homme idéal. Il a tout. Il est déjà Georges Clooney, mais en plus il est très prévenant, il est généreux, il est élégant, il est beau. Et je me suis, voilà, j'ai trouvé que dans ce portrait, il y avait quelque chose aussi qui nous ramenait au Vando et à une sorte d'esthétique des séries brésiliennes ou mexicaines dans laquelle on voit ce genre de personnage aussi. Je crois qu'on en voit même dans le cinéma depuis bien avant Georges Clooney, d'ailleurs. Il y a quand même quelques acteurs très beaux qui jouent, je pense à Cary Grant, il y a des acteurs qui jouent dans des rôles comme ça, où c'est le genre idéal en quelque sorte, le mari parfait,
Et puis, bon, on peut se demander, le film Hitchcock, Soupçon. voilà, Oui. bon, on se demande si vraiment c'est aussi merveilleux que ça. Donc, oui, j'ai toutes ces références-là en tête. La star hollywoodienne, oui. Voilà. Donc face à lui, il y a Claire. Et Claire, elle exerce un métier dans lequel aussi on est amené à fabriquer, Oui, inventer, manipuler. bien sûr. C'est une autre forme de manipulation, mais oui, c'est une création qui. L'écriture, c'est comment faire pour amener le lecteur à là où on veut qu'il arrive. Oui, bien sûr, c'est aussi une manipulation. Mais elle n'est pas du tout de même nature. Mais je tenais beaucoup à ce que. Je tenais à ce que ce personnage féminin, Claire, soit romancière, même si je craignais à juste titre qu'immédiatement on fasse l'identification avec moi. Mais n'empêche que pour moi c'est important, et dans presque tous mes romans, la narratrice est romancière ou exerce une profession en rapport avec la littérature, traductrice ou professeur. Enfin, parce que c'est aussi un roman sur la façon dont le fait d'écrire lui permet d'échapper justement à la manipulation mortifère pour retrouver, elle, reprendre la main en quelque sorte par l'écriture. Oui. Alors justement à ce propos, parce que on vous a souvent catalogué, on ne peut pas dire autrement, autofiction, auteur d'autofiction, vous avez utilisé un autre mot qui est celui d'autrui-fiction. Et tout à l'heure, je vous ai posé la question à propos de Philip Roth, parce que lui aussi, il était classé un peu rapidement, comme ça, on imagine que votre vie, comme celle de Philip Roth, correspondent à ce qu'on lit. Je voudrais que vous reveniez sur ce terme d'autrui-fiction, et peut-être que rétrospectivement, vous expliquiez en quoi vos autres livres aussi sont de l'ordre de l'autrui-fiction. Oui, alors j'ai forgé ce terme dans ce roman-ci, dans La Promesse, autrui-fiction, parce que justement j'en avais assez d'être catalogué, comme vous dites, d'être assigné à résidence dans un genre dont plus personne ne sait ce qu'il est, l'autofiction, sauf que c'est pas bien. Oui. Parce que autofiction n'a plus jamais un sens positif, sens qu'il avait au départ, puisque c'est un mot qui a été créé par Serge Dubrovsky, un écrivain qui a maintenant disparu. Mais en fait, il y a eu toute une recherche universitaire, des colloques, des séminaires pour savoir ce qu'était l'autofiction, prendre des exemples. Moi-même, j'ai participé, j'ai même organisé des études là-dessus. Mais maintenant, quand on dit fait de l'autofiction, ou elle fait beaucoup plus souvent elle, parce que c'est aussi une critique très misogyne, c'est-à-dire que ce sont, alors en gros, les bonnes femmes qui racontent leurs petites histoires d'amour, ou bien qui déballent leurs petites histoires intimes. Et c'est ça maintenant l'autofiction. Alors évidemment, plus personne n'a envie d'être rangé sous cette bannière. Moi la première, alors qu'au départ, c'était franchement très très intéressant. La définition, c'était des livres dont la matière était entièrement autobiographique. C'est la définition de Dubrovsky. Des livres dont la matière est entièrement autobiographique, mais dont la manière est entièrement fictionnelle. C'est-à-dire vous prenez des éléments de votre vie. C'est pas, comme on le dit souvent, un mélange de fiction et d'autobiographie, parce que ça c'est le cas de à peu près tous les romans. C'est pas très intéressant de chercher quel est le dosage. Mais là, c'était autobiographique, mais écrit comme un roman. Alors, moi, c'est encore autre chose, et c'est pour ça que j'ai pris le terme d'autrui-fiction, parce que comme l'autofiction est toujours ramenée au nombrilisme, au narcissisme, à quelque chose de très, très auto-centré, j'ai voulu exprimer que c'était pas du tout le but de mes romans, puisque ce sont des romans, c'était au contraire des livres qui étudiaient la relation à l'autre. C'est la seule chose qui m'intéresse. Alors effectivement, je l'étudie beaucoup dans des histoires d'amour, parce que cette relation-là, l'amour, me paraît la relation fondamentale, que ce soit l'amour avec quelqu'un quand on est adulte, mais l'amour quand on est enfant, l'amour des parents. Voilà, donc des parents pour leurs enfants, des enfants pour leurs parents. Enfin,
Voilà. L'amour, c'est quand même le grand sujet littéraire aussi, et c'est le sujet principal de nos vies. Donc, mais c'est toutes les formes de relations à l'intérieur peut-être de ce sentiment majeur qu'est l'amour. Donc toutes les formes, son envers, la haine, et puis toutes les déclinaisons, le désir, la jalousie, la haine, voilà, tout ça. Ça me rappelle une page, je crois que c'est dans l'Amour roman, dans laquelle vous faites une liste, une énumération des j'aime, enfin la différence entre les différents symptômes. J'aime mon chien, j'aime les cerises, j'aime mon compagnon, etc., etc. C'est une très très belle page qui donne beaucoup à penser justement sur toutes les occurrences de ce verbe aimer. On reviendra sur votre goût pour les mots, qui est un peu normal, mais qui est quand même assez fouillé. Alors justement, puisqu'il y a un mot qui m'intéresse ici, c'est Claire. Elle s'appelle Claire. Oui, bah, je le fais exprès, elle s'appelle très souvent Claire dans mes romans, par une forme d'ironie, parce que en général, elle n'est pas claire du tout. Mais elle cherche la clarté. Ce sont des personnages féminins qui ont toujours une part évidemment d'obscurité et qui voient surtout l'obscurité qui est autour d'eux, une espèce d'énigme. Et le but de ces personnages, de ces narratrices, c'est l'élucidation. L'élucidation d'une relation amoureuse, l'élucidation d'un échec, comprendre ce qui se passe. Et pour moi, c'est vraiment la définition de l'écrivain tel que je le conçois. Quelqu'un qui essaie de faire un petit peu la lumière, mais de comprendre quelque chose, ce qui se passe, à ce qu'il vit, à ce que vivent les autres. Il y a une très belle citation, mais on y reviendra un peu plus tard, de Faulkner, qui est extraordinaire. Oui. Mais on y reviendra plus tard parce que j'ai envie de vous citer dans le prologue, parce que le prologue est très très important, et il l'est d'autant plus que quand on a terminé de lire le livre, on a envie de revenir au prologue justement pour voir ce qu'on avait, non pas manqué, mais justement l'éclairage. C'est cette citation. Donc on sait que tout s'est mal passé. Il faut que ce livre finisse comme finit un roman policier par la vérité. Car la vérité existe, n'en déplaise aux héros de la nuance, héros AUTS, aux champions de l'ambivalence, aux tenants de la fiction universelle. À un moment, dans le champ de la vie, quelque chose est vrai ou faux, fait ou fable. Cela ne dure peut-être qu'un moment, mais c'est un moment de vérité. Voilà. Donc j'avais envie que vous commentiez ce petit passage justement sur cette histoire du moment de vérité. Peut-être une question bête, est-ce qu'il n'y en a qu'un? Non, j'espère qu'il y en a plusieurs, mais c'était pour l'opposer à la vérité avec un grand V. Vous savez, la vérité comme concept philosophique, et évidemment que je ne prétends pas, et ma narratrice non plus, détenir la vérité, trouver la vérité universelle, définitive, irréfutable. En revanche, il y a des faits, et si elle dit cela, c'est parce que justement, elle a été amenée dans sa relation amoureuse à s'entendre dire par son conjoint, mais tu as mal compris, mais je n'ai pas dit ça, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire à l'embrouiller sans arrêt sur ce qui est vrai et ce qui est faux. Et à lui mentir, et ensuite à démentir, et à détromper. Enfin, c'est une utilisation du langage extrêmement pernicieuse qui fait qu'on appelle le gaslighting maintenant, en anglais, d'un film d'ailleurs, du film Gaslight de Kukov. Et donc, voilà, c'est une façon de revenir à l'intention de vérité. Bien qu'elle soit employée, il y a un moment, quelque chose est vrai ou faux. Voilà, il faut revenir aux fondamentaux. Et donc, il y a des moments de vérité. C'est toute la difficulté qu'elle a, en fait, dans le procès auquel vous avez fait allusion, c'est que c'est elle qui est coupable, c'est elle qui est accusée, c'est elle qui est en prison, c'est elle qui a été violente physiquement. Et toute la difficulté pour elle, c'est d'amener à une vérité qui est la sienne, c'est-à-dire que
elle est aussi victime, qu'elle a été aussi victime, mais de quelque chose qui est sans preuve, qui ne se voit pas, qui ne laisse pas de traces, qui est insidieux, qui est dans l'intimité, qui est tout ce rapport toxique qui passe beaucoup par la parole, par le dénigrement, par des petites choses ténues. Et à un moment, comment avoir un moment de vérité où les autres comprennent ce qui s'est passé. Mhm. Vous employez aussi l'expression de roman policier, et à un moment, j'ai envie de m'attacher à une victime dans le roman policier, c'est un mimosa. Ah oui, oui, là il y a une victime collatérale, si je puis dire. Oui, oui, un mimosa, bon, on ne peut pas trop en dire, mais c'est vrai que pour moi, le mimosa, c'est comme dans une frise. Dans le roman, d'abord c'est la première image que j'ai eue, parce que je commence, j'ai en commun avec ma narratrice de commencer par la fin. Donc je ne peux pas commencer un roman si je n'ai pas l'image finale, et l'image finale, c'était ce mimosa qu'on retrouve à la fin, et que je décline comme dans une frise, il revient à intervalles plus ou moins réguliers, et il est très important, c'est tout un symbole, je ne peux pas trop en dire, parce Oui. il fait vraiment partie de l'intrigue. Oui. On va dire des choses qu'on peut dire alors. En particulier, dans cette enquête, Claire dispose de divers outils. Donc, je vous cite ma petite liste là, et puis ensuite on va décliner. Déjà, il y a les mots. Ensuite, il y a la poésie. Et ensuite, là, je vous laisserai nuancer, la capacité d'analyse. Je pense que je ne vous dis rien. Oui, mais, bon. Oui, mais ça me paraît très bien, oui. Voilà. C'est juste. Commençons par les mots. Donc, elle les écrit, déjà pour commencer. C'est son métier. Et c'est sûrement plus que ça aussi. Par exemple, il y a quelque chose qui est très très flagrant, c'est qu'elle les entend, qu'elle se les répète. Et vous faites un usage très particulier, très différent de celui de Grégoire Bouillet, que je vais écouter dans 2 jours, qui est celui de la parenthèse et des italiques. Et j'aimerais que vous en parliez parce que rien. Voilà. Là, dans ce roman, quand j'utilise les parenthèses avec des phrases en italique, c'est parce qu'il y a un petit peu comme, je ne sais pas ceux qui connaissent les livres de Nathalie Sarraute, ce qu'elle appelait la sous-conversation. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on dit, puis il y a une espèce de sous-conversation qui est ce qu'on pense ou ce qu'on ne dit pas, ce qui est sous-entendu ou ce qui est carrément caché, inconscient, enfin. Et ça m'intéresse, je l'ai fait dans d'autres romans, ça m'intéresse dans des dialogues notamment, de donner le dialogue de personnes qui discutent, et puis entre parenthèses, la phrase qui n'est pas dite, mais qui est là et qui forme une sorte de dialogue qui vient doubler le premier. Et je trouve ça intéressant justement sur la vérité. Qu'est-ce que c'est, quelle vérité on exprime quand on parle à quelqu'un par rapport à ce qu'on ne dit pas. Quand est-ce qu'on est le plus vrai, où est-ce qu'on est le plus proche de la vérité. Donc aussi sur la question du mensonge et puis de la conversation mondaine où on dit des choses et puis on pense tout à fait autre chose. Voilà, donc ça j'aime bien ce... Oui. Mais de mémoire, les mots sont souvent les mêmes. Simplement, c'est comme si les mots étaient... on les entend, mais ils n'ont pas leur vrai sens. Je n'ai plus les exemples en tête, mais vous voyez, vous répétez parfois le même mot dans la parenthèse. Le même mot, mais pour qu'on entende voilà. Autrement. Oui. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas d'exemple qui me viennent, mais effectivement, oui, je fais ça aussi. Oui. Et je pense que ça correspond à ce que vous dites là à l'instant, sur le fait que les mots, on les entend, ils sont dits sur un certain ton, mais quand on les entend, on les décompose d'une certaine manière, où ils se dissolvent. Oui. C'est comme si on avait entendu autre chose. Alors, ça, c'est déjà un premier outil. Il y en a un deuxième, et vous allez un tout petit peu contextualiser. À un moment, elle fait un usage particulier de la poésie. Donc, il y a toute une partie en vers libre. D'ailleurs, vous allez en lire un petit extrait, et ça occupe une certaine place. Bon, ils ont quelques caractéristiques que je vous laisse donner.
Alors, oui, alors, effectivement, il y a dans le texte qui est en prose en général, il y a quelques poèmes en vers libre, parce que c'est la manière qu'elle a, elle, Claire, de revenir dans l'écriture, parce qu'il y a un moment où elle est tellement défaite, tellement terrassée qu'elle n'arrive plus à écrire, alors que c'est non seulement son métier, si on peut dire, mais son centre vital. Et elle revient à l'écriture par le poème. Et les poèmes ont cette particularité, en dehors du fait qu'ils sont en vers libre, c'est qu'ils sont écrits uniquement avec le pronom on, c'est-à-dire elle ne peut pas revenir, elle ne peut pas encore dire je, parce qu'elle a été trop démolie, en fait, elle n'est plus tout à fait, se sent plus tout à fait un sujet libre. Donc elle ne peut plus dire je, elle ne peut pas dire elle, parce que c'est trop à distance. Et donc elle emploie ce pronom indéfini que j'adore. Vous avez cité tout à l'heure quelques-uns dans lesquels je prenais plusieurs mots de la langue française que je tournais un peu dans tous les sens. Et il y avait ce pronom on que je trouve extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et alors je ne vais pas résister, parce que je ne résiste jamais, pour illustrer le pronom on, à citer ce vers de Victor Hugo. C'est au moment, c'est la retraite de Russie, tout le monde, tous les soldats sont en train de mourir dans la neige, enfin c'est la Bérésina, c'est terrible. Et Victor Hugo a ce vers absolument sublime, et chacun se sentant mourir, on était seul. Voilà. Pour moi, c'est la quintessence de l'usage du on, c'est-à-dire ce pronom indéfini qui est à la fois, c'est personne, c'est l'inconnu. Je dis on frappe à la porte, je ne sais pas qui c'est, ça peut être n'importe qui, ce on. Et puis on, c'est étymologiquement, c'est homo, c'est l'humain, c'est l'homme, hein, qui a donné on en français, et c'est donc c'est universel. Et donc c'est une façon aussi l'autrifiction, c'est-à-dire de dire je sans dire je, en disant on, comme si ça arrivait à une espèce de personnage qui est personne et tout le monde. Alors, oui, petite lecture donnera une idée précise. Alors, ils viennent de se rencontrer dans une soirée, et puis donc ils se quittent et sur le trottoir, ils disent au revoir. On le connaît pourtant, attendez, on l'a déjà vu plusieurs fois. Ce n'est pas comme si on tombait raide devant ses dents le jour de la Saint-Sylvestre. On l'a déjà rencontré. Une fois, on l'a vu de 3/4 dans le dîner de gala d'un festival, loin, à une autre table. On l'a trouvé qu'on a préféré ne pas être présenté. Il souriait beaucoup. Ben tiens, si séduisant, peut-être si séducteur. On avait dans la poitrine un début de détresse. On a préféré ne pas savoir. Une autre fois, à la fin d'une lecture qu'on faisait à Lille, il est sorti du public et est venu vers nous très vite, empressé. On aurait dit qu'il voulait prendre les autres de vitesse. J'ai failli pleurer, a-t-il dit. Et nous, on s'est dit, de près, il est sensible. Et quel sourire, même après avoir failli pleurer. Ce soir-là, à Lille, on avait lu Tristan, le livre qui porte le nom de l'enfant qu'on n'a plus qu'en mémoire. On avait cité Hélène Sixou, 2 phrases qu'on n'oubliera jamais. Un jour, j'ai perdu un fils. Je l'ai perdu de façon perdissime. Quelle évidence, ce mot qu'elle invente, ce mot qui manquait. Parfois, on manque de mots pour les choses, pour les gens. Ceux qui ont failli pleurer, par exemple, maintenant que j'y repense, quelle est leur faillite? Est-ce d'avoir manqué pleurer ou d'avoir manqué de larmes? Merci.
Oui, donc là, je m'arrête encore sur ce petit livre que je vous recommande vraiment, quelques-uns, parce qu'en fait, pour peu que vous ayez envie un tout petit peu d'écrire, c'est des formidables, on appelle ça des lanceurs d'écriture. J'ai été professeur pendant longtemps. Donc, c'est des mots qui, quand vous les partagez avec d'autres, donnent tout de suite des envies d'écrire. J'en viens à cette troisième capacité qu'elle a, qui est sa capacité d'analyse. Comment expliquez-vous qu'avec cette capacité d'analyse, elle soit tombée, j'ai mis tombée amoureuse, et j'ai envie de dire, j'avais mis entre parenthèses, tombée dans le panneau. Et oui, il est tombé bien bas, oui. Aussi. Bah, oui, mais c'est la caractéristique de l'amour, vous savez, ça rend aveugle, et en l'occurrence, là, elle, ça la rend sourde. C'est-à-dire qu'elle n'entend plus tout ce qui, dans la langue, dans sa façon de parler, dans sa façon de... le ton de sa voix, à lui, devrait l'alerter. Et je crois, alors j'ai effectivement eu quelques réactions de lectrices qui m'ont dit, oh bah moi, alors là, je serais partie à la page 10. Bah, tout mieux pour elle. Oui. Tout mieux pour elle, mais il y en a qui restent jusqu'à la page 300. Qui sont tout le roman, là, toute la romance. Voilà. Et, alors, et pourtant, mais c'est ça que je voulais montrer, c'est-à-dire je voulais pas que ça soit, même si parfois elle a l'air d'une cruche, forcément, puisqu'elle tombe dans le panneau, mais je ne voulais pas justement que ce soit une cruche. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des capacités de raisonnement, d'analyse et surtout d'introspection. C'est-à-dire que l'introspection et d'intelligence de l'autre, elle est romancière, elle est habituée à entrer dans la psychologie des personnages et des personnes, et pourtant, eh bien, elle se laisse prendre parce que c'est très bien fait. C'est de la manipulation de haut vol, quand même. Oui. Et donc, puis c'est facile après coup, une fois qu'on relit l'histoire, de se dire, ah ben là, effectivement, il y avait les red flags, comme on dit maintenant, les drapeaux rouges, mais voilà, je pense que c'est quand même, si je puis me permettre, aussi l'intérêt de ce livre, c'est de montrer que bah, l'amour est plus fort que tout, est plus fort que l'intelligence, que la défiance, que tous les raisonnements. Alors, encore une fois, on ne va pas parler de Mimosa. On laisse au lecteur le soin de regarder les Mimosa. Par contre, il y a quelque chose qui m'a, parmi les signes qui s'inversent, il y en a un ou deux sur lesquels c'est intéressant que vous reveniez. Là, je m'y arrête parce que vous y accordiez une certaine importance dans celle que vous croyez. Ce sont les réseaux sociaux. Et là, il est question d'une certaine Laetitia Valli, dont j'aimerais bien que vous parliez parce que c'est à la fois les réseaux sociaux, l'influence et pas mal de choses comme ça qui font que même là, on est un peu étonné quoi, de l'attitude de Claire. Oui, bah, c'est-à-dire qu'elle est romancière et elle a un podcast qui commence à prendre de l'importance, commence à trouver les sponsors, enfin, bon, ça marche très, très bien. Et puis un jour, donc, Gilles lui dit mais tu fais toujours des podcasts, c'est des podcasts féministes, en fait, elle parle essentiellement des femmes artistes, écrivaines, enfin. Et il lui dit tu fais toujours des choses positives, tu montres toujours des femmes formidables, mais tu pourrais faire l'inverse, voilà, montrer que de temps en temps, ça n'est pas si bien que ça, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a du talent. Et il lui parle donc de Laetitia Valli, qui est une femme qui fait une conteuse, qui en l'occurrence a fait une série de contes africains, alors qu'elle est blanche, qu'elle est blonde, elle fait une série sur des contes africains, en prenant parfois l'accent africain, et effectivement, elle regarde
ce spectacle, et elle se dit, bah oui, c'est vraiment nul, et elle fait un podcast à l'emporte-pièce, à charge, et en fait, tout le monde va lui tomber dessus, parce que, en fait, cette femme, Laetitia Lally, dit que elle a des ancêtres noirs, et qu'elle a parfaitement le droit de faire ce qu'elle fait, et c'est un déferlement comme on peut en connaître sur les réseaux sociaux, et il se trouve, alors que, bon, elle ne s'attendait pas du tout à ça, elle se trouve prise. Oui, c'est vrai, j'en parlais, j'ai appris dans celle que vous croyez, enfin, avec Facebook et les faux profils qu'on peut se faire. Je trouve ça assez fascinant et tellement représentatif de notre époque, la façon dont on peut être, on peut faire n'importe quoi, et la façon dont l'anonymat des gens qui postent n'importe quoi sur Facebook est assuré, sur Facebook et sur donc, Instagram, tout Instagram, ça va partout, et se trouve en fait doublement mise à terre. Là. Mais j'avais besoin de cette histoire surtout pour montrer que ça sort de la sphère intime, la destruction, puisque finalement le roman repose sur le principe de base, je dirais, de la relation toxique, qui est en 3 étapes: séduire, réduire, détruire. Et donc, ça c'est répertorié, parce que c'est quand même une pathologie. Et donc ça commence toujours comme ça, comme sur le bandeau, là, séduire, ensuite réduire, des brimades, des reproches, des petits mensonges, et puis détruire, détruire dans les grandes largeurs, c'est le programme. Et donc, il fallait aller jusqu'à la destruction. Alors justement, dans les destructions, mais c'est juste un indice pour les personnes ici rassemblées, il y a aussi un ordinateur qui est détruit. Oui, aussi un ordinateur. Il y a ça. beaucoup de choses détruites. Oui. Il y a des objets qui sont détruits, et Voilà. mais les objets qui détruisent... donc là sur l'histoire des réseaux sociaux, c'est une destruction qui n'est pas seulement intime, mais qui devient sociale, professionnelle. Enfin, elle pourrait être complètement détruite. Oui, et puis alors, ça me rappelle autre chose aussi, puisque tout à l'heure on évoquait Philippe Ross, la fameuse Laetitia Lally, donc elle revendique des origines noires, Oui. et ça me rappelle La Tâche. Tout à fait, oui, la tâche. Voilà. Oui, Voilà. Bah, oui, j'ai pensé. Oui, j'aime beaucoup. Bah, Vous avez compris. Oui, Oui. c'est un Oui, goût oui, partagé. c'est vrai, il y a ça. Oui. Et l'accusation ensuite qui va... Tout à fait, qui prolifère. Oui, Comme une maladie. exactement. Oui. Alors, il y a aussi une dimension du roman qui est particulièrement frappante, même si c'est bref, c'est la dimension dystopique. Alors, à un moment, donc, il est question d'une maladie de Narc qu'on aurait cernée en 2030. Donc, on a un peu d'avance. C'est pas de beaucoup, oui. Et je me permets de lire un petit passage. La mort de l'empathie humaine est l'un des premiers signes et le plus révélateur d'une culture sur le point de sombrer dans la barbarie. Oui, on est dedans. Et donc, elle cite quelques cas, clairs, celui de Poutine ou Kim Jong-un, et cette maladie, donc, elle autorise à faire le mal sans problème. En quoi est-ce que Gilles, pour vous, souffre de cette maladie de Narc? Justement, c'est la maladie de Narc, je me suis amusée parce que j'ai fait un peu comme pour la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire que j'ai donné le nom de la maladie, j'ai donné au nom de la maladie le nom du découvreur, donc Monsieur Narc, le professeur Narc. Mais évidemment, c'est aussi Narc, c'est comme ça qu'aux États-Unis, on appelle les narcissiques, les personnes narcissiques. Donc, je me suis un peu amusée. Voilà, c'est un moment où Claire, n'arrivant plus non plus à écrire les romans qu'elle écrivait avant, commence cette dystopie. Et c'était pour alerter sur la question politique, là encore, qui dépasse politique, socio-politique, qui dépasse donc la sphère intime du roman.
parce que je pense que c'est effectivement un problème énorme de société et qu'on va aller de plus en plus vers ça. Et Gilles n'est que... Enfin, la relation qu'elle a avec Gilles n'est qu'une une représentation à toute petite échelle de ce qu'est, de ce que sont les relations sociales et encore plus, à mon sens, les relations des politiques, de ceux qui ont le pouvoir, parce que c'est quand même toujours une relation de pouvoir. Oui, oui. Détruire l'autre, en tout cas, détruire l'autre par indifférence, par mépris de ce qu'est l'autre, par absence totale d'empathie. Et je pense que c'est très caractéristique de certains dirigeants, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rapport à la vérité. Enfin, là, on en a beaucoup parlé à propos de Trump et de Poutine, évidemment. C'est-à-dire, le mensonge fait partie du discours officiel. Et donc Trump cet exemple m'avait frappé quand même. Trump qui, le jour de sa première investiture, avait dit ah, puis alors, le ciel était avec moi parce qu'il a fait beau toute la journée. Et on voyait sur les images qu'il pleuvait. Donc, à un moment, un journaliste, dit non, mais attendez, voilà, vous dites qu'il faisait beau alors que c'est un temps pourri. Et il dit, et son bras droit là, avait fait répondre. Nous nous autorisons à être quelquefois en contradiction avec les faits. Bon. Ben voilà. Donc, je pense que c'est vraiment la société vers laquelle on va, c'est-à-dire il y a les faits, il y a la vérité, il y a les choses que tout le monde peut voir, et puis il y a ce que moi, parce que moi je décide que c'est vraiment, et je dis autre chose, et je demande, et voilà. Donc on est, sauf que c'est beaucoup plus grave que Gilles et Claire, puisque ce sont des gens qui ont tout le pouvoir, et de l'autre côté, il y a des peuples. Je pense que c'est... Si je peux être lanceuse d'alerte... Alors, vous avez, vers la fin du roman, donc, il y a une partie qui s'intitule « Portrait robot ». Et c'est le moment où on dresse le portrait robot, on dresse le portrait de Gilles. Et vous reprenez une phrase de Pascal en exergue qui dit « L'homme n'est qu'un monstre incompréhensible ». Et en même temps, si j'ose dire, vers la fin du roman, on revient sur l'enfance de Gilles. Est-ce que ça nous le rend plus compréhensible ou pas? Enfin, comment vous diriez? D'abord, est-ce que le mot de monstre continue de s'appliquer? Est-ce qu'il est plus compréhensible? Monstre au sens banal du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du mal apparemment sans que ça lui fasse du mal à lui de faire du mal, avec indifférence. Après, savoir si c'est de l'indifférence, de l'inconscience. Mais oui, la phrase de Pascal, c'est l'homme n'est qu'un monstre incompréhensible. Ça correspondait à cette impression qu'il y a des personnalités qui sont très difficiles à cerner parce que justement elles sont tellement différentes de ce qu'on a coutume de comprendre, de ressentir, d'éprouver, que c'est l'étrangeté totale, c'est vraiment l'autre absolu. Donc on voit quelqu'un qui fait mal avec une telle aisance, sans même s'en rendre compte apparemment, oui, c'est incompréhensible. Et j'ai cherché à comprendre avec des outils qui sont les miens, que je considère comme importants, à savoir, parce que je m'intéresse beaucoup à la psychologie, surtout à la psychanalyse, à savoir qu'on peut toujours, oui, presque toujours, même toujours, non pas justifier, mais expliquer et donc en partie comprendre quelqu'un, même le plus monstrueux, à partir de ce qu'il a vécu dans son enfance. D'ailleurs, on le voit dans les procès de monstres, là pour le coup, de criminels, de monstres terribles. Eh bien, dans tous les procès, on revient sur leur parcours d'enfance pour trouver des circonstances atténuantes. Alors, avant de laisser la parole à la salle, j'ai cette dernière citation que
que je vous soumets, que vous inscrivez dans votre livre, c'est la phrase de Faulkner. Écrire, c'est comme craquer une allumette au cœur de la nuit en plein milieu d'un bois. Ce que vous comprenez alors, c'est combien il y a d'obscurité partout. La littérature ne sert pas à mieux voir, elle sert seulement à mieux mesurer l'épaisseur de l'ombre. Et est-ce qu'on doit retourner dans la forêt et craquer l'allumette? Plus globalement sur le roman. Oui, non, on ne va pas aller pas ici. Rassurez-vous, c'est une allumette, une forêt fictive. Voilà. Mais dans la fiction. Oui. Non, mais ces deux phrases là, de Faulkner sont sublimes. Je ne crois pas qu'on puisse dire mieux à propos de la littérature. C'est-à-dire, justement, on disait tout à l'heure, il ne s'agit pas de faire la pleine lumière, ça y est, voilà, je vous explique la vie. J'ai la vérité dans ma poche, mais ça permet d'éclairer un petit peu des moments de vérité, et puis de mesurer tout ce qui reste d'une façon ou d'une autre incompréhensible. Et je pense que l'art en général, la littérature en particulier, c'est pour progresser un peu dans cette opacité, dans cette obscurité du monde. Merci, mais maintenant la parole est à la salle, parce qu'il y a peut-être des personnes qui parmi vous ont des questions. Si, bonjour Camille. Moi j'ai lu votre livre avec un immense plaisir. Je fais partie des optimistes qui sont allés jusqu'au bout, qui l'ont même repris pour me dire, j'aurais peut-être dû m'apercevoir plus tôt que c'était incurable. Mais bon, on se laisse prendre. Ce que je me suis demandé en le refermant, c'est comment on peut, devant un tribunal, exprimer cette vérité face à la réalité des faits, puisque c'est lui qui est blessé, oui, et s'en sortir. Et s'en sortir. Oui, et s'en sortir. C'est-à-dire, comment on peut faire entendre cette vérité et qu'elle soit reconnue. Oui, ben c'est très difficile. D'ailleurs, depuis que j'ai publié ce livre, là, au gré de mes rencontres dans les librairies notamment, j'ai beaucoup de lectrices avocates qui sont venues me voir en me disant, alors vraiment, c'est important pour nous, avocats, de pouvoir lire ce livre, parce que précisément, ça met en avant ce que vous soulignez, c'est-à-dire que c'est très difficile, parce qu'il n'y a pas de preuves, contrairement aux violences physiques, donc elle-même s'est rendue coupable, là, évidemment, il y a des preuves, alors que les violences psychologiques, il n'y a pas de traces cas visibles, même si elles sont parfois aussi mortelles que les violences physiques. Parce que à la suite des violences psychologiques, c'est dépression, suicide, cancer, maladies graves, c'est-à-dire somatisations diverses. Mais ça, ce ne sont pas des preuves qu'on peut donner devant un tribunal. Donc, il n'y a pas de preuve. C'est pour ça que dans le roman, j'avais besoin qu'il y ait une preuve factuelle. C'est-à-dire que il y a alors parfois dans les tribunaux, il y a des SMS, il y a des injures, etc. Mais souvent, les personnes toxiques comme ça font très attention justement de ne pas laisser de traces. Moi, je voulais qu'il y ait à un moment, oui, une preuve qui lui permette de montrer, en tout cas, un élément de violence psychologique qui est irréfutable. Très bien trouvé. Merci. Bonjour Camille, j'ai entre les mains votre livre, je n'ai pas eu encore l'occasion de le lire, je viens de l'avoir. Bon, j'ai hâte parce que ça m'intéresse. J'aimerais savoir d'autre part si vous pouvez éventuellement faire une dédicace. C'est prévu. Oui, c'est prévu. C'est prévu. Oui, oui. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que c'est un sujet pour les femmes. Bon, ça n'existe pas uniquement chez les femmes. En Ah, mais tout ça à fait.
exister, mais c'est Oui, oui. quand même moins important. Oui, statistiquement, oui. Statistiquement, je pense. Oui, oui. Voilà. Merci à vous. C'était Merci très beaucoup. intéressant. Merci. Bonjour. Bonjour, merci pour toutes ces explications, parce que moi j'ai lu le livre, donc voilà, j'avais une longueur d'avance. Je voudrais savoir comment vous en arrivez à choisir ce thème. Qu'est-ce qui vous a donné envie? À votre avis? Ah, c'était pas une question piège. Ouais, disons que sans revenir à la question d'autofiction, mais je n'écris pas, je ne choisis pas un thème, c'est-à-dire je n'écris pas sur quelque chose. Je ne me dis pas, tiens, sur quoi je pourrais faire mon prochain roman. J'écris toujours à partir de moi. Donc, effectivement, il y a dans mon expérience, dans ce que j'ai pu vivre à différents moments de ma vie, ou à un seul moment, quelque chose qui revient et dont je me dis, voilà, il faut creuser cet aspect. Et ensuite, j'en fais un roman. Mais le sujet, si on peut dire, c'est toujours, ça part toujours de l'expérience de quelque chose. Je n'écris pas sur ce que je ne connais pas. Alors ensuite, évidemment, c'est parti d'une expérience personnelle, mais ensuite, je me suis énormément renseignée, j'ai lu beaucoup de choses. Je pourrais vous donner une petite biographie si ça vous intéresse, mais je veux dire beaucoup de psychanalyse, de sociologie, parce que les relations toxiques, il y a eu beaucoup de choses dans différents domaines des sciences humaines. J'ai lu, enseigné. J'ai aussi interrogé quelques amis autour de moi qui ne sont pas étrangères au sujet non plus. Voilà. Merci. Mon professeur de philosophie, de français, m'avait appris que on, il qualifiait on, pronom imbécile qualifie celui qui l'emploie. Alors écoutez, Oui, mais vous savez, oui, mais il faudrait. Quelle l'explication? ah, bah, d'une manière générale, mais c'est moi qui voudrais avoir une explication. Parce que, est-ce que ce n'est pas un moyen, pour vous, de disculper le coupable, de faire en sorte que le coupable, non plus accepte la responsabilité, mais la reporte sur on? Ah non, mais là, pas du tout, hein, parce que c'est pas du tout. C'est pas le coupable qui est désigné par on. Non, non, c'est un on, je dirais un on poétique, mais. Non, mais je vois ce à quoi votre professeur faisait allusion, c'est-à-dire quand on est sans arrêt en train de dire justement on dit que, on pense que, c'est-à-dire sans attribuer de sujet à la réflexion. On est dans l'opinion, dans le on dit justement, mais c'est pas du tout l'usage ici du pronom on. Hein. Oui, alors, pour ce qui me concerne, madame, j'ai lu votre roman avec beaucoup d'intérêt, bien sûr. Mais je voulais vous demander si votre expérience vécue à partir de laquelle vous avez fait cette, alors moi, ce que j'appelle une autofiction, je n'étais pas là au début de la rencontre. C'est pas Est-ce que cette expérience vécue, vous la regrettez énormément, un peu, ou est-ce que simplement c'est un tremplin, enfin pas un tremplin, mais disons un vécu qui vous a permis donc, de rédiger votre ouvrage? Oui, alors je ne sais pas si la question. Et de témoigner à votre façon. Je ne sais pas si la question c'est une façon détournée de me demander, ce qu'on me demande souvent, si, et d'ailleurs je crois que je le dis si je vis les choses pour avoir quelque chose à écrire. Alors la réponse est non. C'est parce que j'ai anticipé, attendez, je crois que c'est dans les premières phrases, dans les premières pages,
Voilà. À propos des lecteurs, certains se demandaient jusqu'à quel point je ne ratais pas mes histoires d'amour pour avoir un roman à écrire. Et j'ajoute, c'est étrange comme les gens s'imaginent que les écrivains n'ont pas envie de réussir leur vie. Or, vous voyez, avant de réussir un roman, eh bien, parfois on a envie de réussir sa vie. Et quand ça rate, eh bien, on a au moins, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, on a au moins la ressource de réussir un roman. Et vous avez encore une personne au fond. Il me semble que si vous vous servez de cette expérience, c'est que vous avez justement transformé la difficulté. Moi, je suis psychologue et le on, c'est la mère toxique, c'est la famille toxique. Quand j'entends mon patient qui dit on ou qui dit quand même, je me dis ah oui, quand maman m'aime. Mais c'est pas sûr. Voilà, c'était juste une petite remarque. Non, mais il y aurait beaucoup de choses à écrire à la fois sur le pronom on encore et sur quand même. J'entends aussi quand même. Oui. Quand est-ce qu'on m'aime aussi? Oui, je voulais vous dire qu'à un moment donné de la lecture, m'est apparu le film Anatomie d'une chute. Quand je vois sur l'écran Anatomie d'une emprise, je voulais savoir, peut-être non pas sur l'emprise, mais sur le délitement du couple. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui est commun ou qui voilà. Puis je voulais vous dire aussi que votre écriture est super. Voilà. C'est un ravissement. Oui, oui, alors c'est vrai qu'on m'a souvent fait remarquer, et moi-même j'ai vu le film à un moment où j'étais déjà très avancée dans le roman, et j'étais assez stupéfaite par les ressemblances. Alors il y a une ressemblance qui est que c'est une écrivaine aussi, et puis il y a, alors, là c'est un meurtre dans le film, et je pense que il y a quelque chose dans l'air, dans l'époque, et spécialement chez les femmes qui créent, que ce soit du cinéma, des livres, il y a quelque chose de la réflexion dans le rapport de couple sur la domination, et d'ailleurs en sociologie, puisque, comme je vous disais, j'ai lu beaucoup de livres sur la question. J'ai lu la thèse de Marc Joly, qui est un sociologue. Il a fait sa thèse sur la perversion narcissique. Et lui, là où il a tort, c'est qu'il pense que ce sont essentiellement les hommes qui sont dans cette dimension perverse, alors que je sais, par expérience personnelle, qu'il y a aussi des femmes, ne serait-ce que les mères, parfois, de ces hommes. Mais c'est quand même, pour lui, c'est le dernier avatar du patriarcat. C'est-à-dire que les hommes, ne pouvant plus dominer naturellement, qu'avant, ce n'était pas la peine de faire tout ça, parce qu'ils avaient le pouvoir de fait. Et ensuite, les violences psychologiques, physiques, ils ont bien compris que ça n'allait plus être possible sans beaucoup d'ennuis. Et ce serait donc le dernier avatar, ce serait les violences psychologiques, les violences d'emprise. Dans Anatomie d'une chute, c'est traité de manière très très différente. On ne sait pas si c'est vraiment une relation de ce type, mais en tout cas, il y a quelque chose chez les femmes, une réflexion sur le rapport aux hommes, peut-être tout simplement, qui est plus fréquent. Je regarde la montre parce que je sais que c'est très très important et je vois un signe de loin. Oui, 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 oui. Donc, il me reste à vous remercier, Camille, et remercier tout le public pour ce moment très agréable de 14h à 15h. Et merci.
Merci.